Mon invité est Patrice Rouchaussé, vétérinaire homéopathe installé en Ardèche depuis plus de 25 ans. Il pratique parallèlement la médecine vétérinaire conventionnelle et l'homéopathie, technique exigeante nécessitant des connaissances précises et approfondies. Or, l'homéopathie mal pratiquée peut être inefficace ou dangereuse, et c'est pour cette raison que le docteur Rouchaussé a créé Anime Homéo pour pouvoir former à l'homéopathie le plus grand nombre de personnes désireuses de soigner leurs chiens, chats ou chevaux avec l'homéopathie. Dans cette entreprise, il est secondé par Fanny Agu, animatrice au sein d'Anime Homéo. Et si vous voulez en savoir plus sur les formations, dont on reparlera plus tard, Fanny sera votre contact. Patrice, merci d'être là et de bien vouloir répondre aux questions. Et donc, je voulais savoir comment êtes-vous tombé dans la marmite de l'homéopathie? Je vais vous raconter, mais juste, je voudrais faire une précision par rapport à ce que vous venez de dire en présentation. Oui. Par rapport au fait d'avoir décidé de faire ces formations et de le partager avec le plus grand nombre, c'est exactement ce que vous avez dit. Mais il y a un argument supplémentaire qui m'a poussé à cela, qui est que je suis convaincu depuis déjà quelques années que l'homéopathie est en danger de disparition dans la plupart des pays, on va dire des pays riches, dans lesquels la santé est devenue aussi un marché et pas qu'une science et pas qu'un désir de soigner, bien évidemment. Et du coup, on a vu que les attaques étaient de plus en plus fréquentes contre l'homéopathie, mais également contre d'autres médecines traditionnelles. D'ailleurs, j'ai beaucoup apprécié que vous parliez de médecine conventionnelle pour parler de la médecine actuelle et pas traditionnelle, parce que c'est souvent le terme utilisé. Or, justement, ça n'est pas une médecine traditionnelle. Et les médecines traditionnelles sont particulièrement attaquées actuellement, alors que l'OMS elle-même précise et essaye de faire savoir que qu'il est impératif de conserver ces médecines traditionnelles face aux grands dangers qu'on a des antibiorésistances notamment, mais aussi de la centralisation de l'industrie pharmaceutique qui provoque des problèmes de gestion de stock, etc., qui mettent en grand danger certaines populations dans de nombreux pays. Et donc, les médecines traditionnelles, parmi lesquelles je compte l'homéopathie, sont une voie supplémentaire pour ces populations-là. Mais effectivement, dans nos pays, elles sont particulièrement attaquées et l'homéopathie la première. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai voulu partager ces formations, partager cette connaissance, parce que je suis convaincu que la connaissance de l'homéopathie va disparaître dans les milieux médicaux professionnels, parce qu'actuellement, un jeune médecin qui se forme à l'homéopathie, il y en a encore, Dieu soit loué, hein, il y a encore des jeunes médecins motivés qui se forment à l'homéopathie, mais il faut savoir que depuis 2 ans, ils n'auront pas le droit d'inscrire sur leurs ordonnances et sur leurs plaques cette formation. C'est-à-dire que le Conseil de l'ordre des médecins leur interdit de marquer sur leurs plaques et leurs ordonnances homéopathie. Donc, on voit que c'est un grand danger. Et je vous avoue que dans les écoles d'homéopathie, pendant très longtemps, il a été considéré qu'on ne pouvait pas former des non-professionnels, c'est-à-dire que ces écoles étaient ouvertes que aux professionnels de santé, donc médecins, vétérinaires, sages-femmes, infirmières, etc. Et qu'aujourd'hui, c'est une vraie question et qu'elle s'ouvre également aux non-professionnels avec une demande de compétences de la part de ces gens-là, bien évidemment. Mais c'est une question de survie, en fait, de la connaissance. Et je pense que si on veut que cette connaissance perdure, il est important de l'élargir, comme ça a été fait d'ailleurs en Amérique du Nord. En Amérique du Nord, l'homéopathie est interdite aux médecins depuis bien longtemps, et c'est des non-médecins qui pratiquent. D'accord. Au Canada ou dans de nombreux États des États-Unis. Alors après, et pour les vétérinaires, alors, est-ce qu'il y a aussi des règles? Pour les vétérinaires, actuellement, alors il faut savoir qu'il n'y a pas d'enseignement, il n'y en a plus, disons, dans les écoles vétérinaires, en tout cas.
Les attaques sont fréquentes également, et la dernière en date est celle du Conseil national de l'ordre des vétérinaires, qui a édité un décret il y a environ 2-3 mois, sans en avertir d'ailleurs ses conseillers régionaux et départementaux, ce qui est assez étonnant. C'est uniquement à l'échelle nationale que ça s'est fait. Et ça a été assez mal vécu dans les régions, je le sais. Et donc ce décret est assez méprisant et considère qu'il n'y a aucune publication scientifique sur le sujet, ce qui est faux. Considère que l'homéopathie n'a pas à être enseignée et que tout vétérinaire prétendant offrir de l'homéopathie aux propriétaires d'animaux se doit de les informer que l'effet de l'homéopathie n'est que contextuel. Alors là, il faut comprendre placebo. Et Oui. donc, on ne fait que tromper finalement les gens en leur disant que l'on peut soigner par homéopathie. Voilà. Donc, Donc, il faut être passionné et convaincu alors, hein, pour oui, continuer sur cette voie. il vaut mieux. Mais en l'occurrence, on a une grande chance, c'est que l'homéopathie est passionnante. Moi, ça fait 30 ans que j'en fais et effectivement, je l'ai découverte un peu par hasard, à vrai dire, pendant mes études. Je suis allé à un congrès d'homéopathie et j'y suis allé avec toute la morgue du scientifique convaincu, pensant que j'allais tomber sur une bande d'olibrius qui ne savaient pas ce qu'était la science, et j'ai rencontré là, au contraire, des médecins et des vétérinaires pétris d'une rigueur de raisonnement assez impressionnante, et qui avait aussi une culture médicale et large, qui m'a complètement emballé et qui a changé ma vie. Et c'est depuis maintenant une trentaine d'années que je pratique l'homéopathie avec toujours la même passion, on va dire. Et je pratique l'allopathie et j'adore la médecine, hein. C'est pas pour moi un problème, malheureusement. Ce qui est gênant, c'est cette volonté de nuire et de faire disparaître ces médecines traditionnelles. Parce que l'homéopathie est en danger, mais il faut savoir que la phytothérapie, l'herboristerie, les huiles essentielles, l'aromathérapie, donc, sont extrêmement attaquées également. Oui, oui, oui. Comment approche-t-on la maladie en homéopathie et comment procède-t-on pour retourner à la santé? Alors, on aborde d'abord la maladie de la même façon dans une première étape que l'allopathie, c'est-à-dire qu'on fait un diagnostic. Évidemment que les médecins homéopathes, que les vétérinaires homéopathes font un diagnostic quand ils ont face à eux un malade. Ensuite, c'est dans la recherche du remède qu'effectivement ça va différer, c'est-à-dire qu'en homéopathie, on a une condition sine qua non qui est celle d'individualiser le malade. C'est-à-dire que pour une même maladie, si vous avez une pathologie, une pyodermite sur un chien, par exemple, qui a une infection de la peau, une infection bactérienne, le traitement allopathique va consister à choisir un antibiotique qui va agir sur cette infection, et puis des traitements éventuellement d'hygiène, des traitements d'exclusion s'il y a une atopie, s'il y a une allergie sous-jacente, pardon, associée. En homéopathie, en fait, on ne peut en aucun cas dire, voilà, sur ce chien qui a une pyodermite allergique, on va donner sulfure ou on va donner ignatia, parce que c'est le remède de la pyodermite. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que pour chaque chien, il va falloir faire une recherche dans laquelle on va d'une part prendre les symptômes de la peau, effectivement, de l'irritation, de l'inflammation de la peau, sous quelle forme, comment, etc. Mais également tous les symptômes, ce qu'on appelle, on fait une médecine globale, c'est-à-dire qu'on va prendre en compte également les symptômes psychiques, comportementaux de cet animal. On va prendre en compte également s'il a des problèmes digestifs, on va en parler. On va aborder en fait toutes les fonctions et tous les organes de l'individu. Et une fois qu'on a fait le tour de cet ensemble, on va essayer de trouver le remède le plus individualisant, c'est-à-dire celui qui correspond le mieux à cet animal-là. Donc, vous ne pouvez pas travailler en homéopathie en vous disant, voilà, sur la gastro-entérite, je vais donner tel remède, sur la pyodermite, je vais donner tel remède, sur une pyroplasmose, je vais donner tel remède, etc. C'est pas comme ça qu'on travaille. Donc, il y a une histoire de terrain quand même, mais après, vous l'adaptez à chaque chien ou chaque animal
Alors, j'aime pas trop le Le terme de mot terrain, en fait. terrain, Je ouais, trouve que ça ne d'accord. veut pas forcément dire grand-chose. Oui. C'est un terme qui est utilisé par les homéopathes, effectivement, plutôt parce que ceux qu'on appelle les homéopathes pluralistes. Il faut savoir qu'il y a deux Ah écoles oui. dans l'homéopathie. Il y a les homéopathes pluralistes qui vont prescrire plusieurs remèdes pour Mhm. un même individu, et puis les homéopathes unicistes qui vont chercher un remède qui couvre au mieux l'ensemble de l'individu. Et donc, dans D'accord. la démarche pluraliste, effectivement, il y a des idées de terrain, de profil, on va dire, qui sont beaucoup moins utilisées dans la démarche uniciste. Voilà. Et vous, vous faites uniciste? Oui. Oui, Alors, il d'accord. faut savoir que ces termes d'unicisme et de pluraliste, ils sont utilisés essentiellement, enfin pas essentiellement, mais de façon prépondérante en France, parce que l'école pluraliste est née en France. Mais si vous parlez d'homéopathie avec un Indien, il va vous regarder avec des gros yeux si vous parlez de pluralisme ou d'unicisme, parce qu'en D'accord. fait, l'homéopathie uniciste, c'est l'homéopathie hahnemannienne, c'est l'homéopathie traditionnelle, si vous voulez. D'accord. Pardon. Est-ce que l'on peut faire de la prévention du coup en homéopathie? Alors ça, c'est une grande question. Il faut savoir que le médicament homéopathique le plus vendu en France est oscillococcinum. Oui. D'accord. Alors, la premier principe de travail en homéopathie, c'est ce qu'on appelle la loi de similitude. C'est-à-dire qu'on cherche un remède, je vous ai dit, qui correspond à l'ensemble des symptômes du malade. D'accord. Et on choisit ce remède selon la loi de similitude, c'est-à-dire que ce remède-là, à dose toxique, a provoqué cette même série de symptômes. OK? Donc, ça veut dire que pour faire de l'homéopathie, je dois voir mon malade et j'ai des symptômes. Et en fonction de ces symptômes, je vais lui prescrire un remède. Mhm. Quand je fais de la prévention, ça veut dire que cet individu n'est pas malade. Oui. Et que pour une maladie donnée, je ne sais pas comment il va le faire. Par exemple, si vous vous attrapez la grippe, pour pas parler d'un virus qui fâche en ce moment, ça veut dire que si on attrape la grippe, certains vont avoir 42 fièvre, des maux de tête terribles, envie de vomir dès qu'ils se lèvent. D'autres vont avoir des courbatures, 37, 37,5, pas plus, mais beaucoup de courbatures. D'autres vont avoir des nausées, des vertiges au mouvement, etc., etc. Donc, pour 10 personnes qui font la grippe, je dis pas qu'il y aura 10 remèdes différents, mais il peut y avoir plusieurs remèdes à coup Mhm. sûr pour ces 10 personnes. Donc, à l'avance, je ne sais pas quel sera le bon remède. D'accord. Oui. D'accord? Alors, évidemment, il y a des remèdes fréquents sur telle ou telle pathologie, etc. Mais là encore, si vous êtes en santé et que je vous donne un remède dont l'objectif va être de déclencher chez vous une réaction face à l'agression de la maladie, si vous êtes en santé, je risque plus de vous déséquilibrer qu'autre chose. D'accord. D'accord. Alors, la seule façon de faire de la prévention, entre guillemets, en homéopathie, c'est quand on a un malade pour lequel on connaît le remède de fond, qui a régulièrement des problèmes, et ce remède-là guérit ce malade, et qui va être confronté parce que son voisin, sa femme, son mari, etc., ont la grippe, et qui va être confronté donc à une agression infectieuse. Mhm. Celui-là peut prendre son remède de fond parce qu'il va réagir rapidement du coup à cette agression avec ses modalités à lui. D'accord? D'accord. Et vous voyez, complexe, simplement dire je vais prendre tel remède pour me protéger contre telle ou telle chose. Mhm. D'accord? D'accord. Y a-t-il des problématiques de santé qu'on ne peut pas traiter avec l'homéopathie? Je dirais que oui, bien évidemment, il y a toujours le plus difficile, vous savez, en médecine, tous les médecins et tous les vétos vous le diront, c'est pas le diagnostic, c'est le pronostic. Oui. Parce que pour une pathologie donnée, le corps va réagir Mhm. différemment en fonction de vos comorbidités, par exemple, qui est un terme qu'on, depuis 2 ans, on a beaucoup entendu. Et donc, il y a des pathologies comme le cancer, des choses graves, des choses lésionnelles profondes sur lesquelles l'homéopathie va être désarmée, même si elle peut aider, elle peut accompagner, etc. Je ne vais pas vous dire que vous allez soigner un cancer avec de granules d'homéopathie comme ça serait complètement ridicule et, et ça n'aurait pas de sens, bien évidemment. Mais il est vrai qu'on soigne des pathologies graves. Dans ma pratique de vétérinaire, notamment en élevage, j'ai eu soigné des pathologies très graves avec l'homéopathie. Et ça fait partie de la pratique des homéopathes. Dans certains pays, les homéopathes sont confrontés, les médecins, à des pathologies graves qu'ils vont soigner. En France, ça n'est tout simplement pas envisageable d'un point de vue législatif, d'un point de vue réglementaire, d'un point de vue aussi peut-être médical. Enfin, bon, l'encadrement médical fait que de toute façon, c'est pas un sujet. Voilà. Mais bien sûr qu'il y a des limites à l'homéopathie, comme il y en a à toutes les médecines. Oui, oui.
celles du lésionnel, qui sont celles de la pathologie, enfin du germe en cause, etc. D'accord. Donc, du coup, ma question, c'était de savoir si on pouvait aussi soigner des problématiques qui sont plus du registre des émotions, comme un chien peureux, par exemple, ou de comportemental, comme un chien, par exemple, hyper actif. Est-ce que c'est possible avec l'homéopathie aussi? Bien sûr que, alors, je voudrais préciser quand même, il ne Oui. s'agit pas de ne soigner que des pathologies comportementales et émotionnelles. Mhm. Par rapport à ce que j'ai dit, on soigne des pathologies physiques également, Oui, d'accord? bien sûr. Et en fait, un ensemble, c'est-à-dire que tout individu a à la fois des symptômes physiques et des symptômes psychiques. Toujours. Oui. Il y a toujours une association de toute façon des deux. Même quand vous soignez une vache qui a une diarrhée, cette vache a des symptômes de comportement qui peuvent être modifiés par cette maladie. Donc, c'est toujours l'ensemble. C'est ça aussi une médecine globale, une médecine holistique, c'est qu'on va tenir compte de tout ça. Ah, je pensais plus, par exemple, il y a certaines races de chiens qui sont hyper actives, comme par exemple les bergers australiens, enfin, qui ont cette tendance-là, quoi. Ou alors, il peut y Alors, avoir un chien qui a eu une expérience ou qui a toujours été un peu peureux de alors, nature, quoi, sans être malade physiquement. Ouais. Alors, il y a effectivement des pathologies comportementales, et effectivement, c'est un des domaines pour lesquels je suis le plus consulté. Mhm. Euh, et on peut effectivement soigner des pathologies comportementales avec l'homéopathie, avec deux limites, je dirais. Une Oui. limite qui est celle de la pathologie et qui existe dans quelle que soit la médecine. Par exemple, c'est dans les pathologies comportementales de phobie, par exemple, ou d'agressivité, celle de l'instrumentalisation. L'instrumentalisation, c'est un seuil au-delà duquel une pathologie, par exemple, d'agressivité Mhm. va devenir un réflexe. C'est-à-dire que le chien qui a développé une pathologie d'agressivité territoriale, par exemple, sur son jardin, puis sur la maison, puis sur le salon, vous avez des chiens qui sont à un tel point de pathologie que vous avez monsieur lit son journal sur son fauteuil, le chien est endormi sur le tapis, quelqu'un sonne à la porte, le chien se jette sur monsieur et le mord. Ah ouais, Il a squeezé toutes les séquences comportementales entre les deux. Ça, c'est ce qu'on appelle l'instrumentalisation. Et d'accord. là, évidemment, le pronostic est très sombre, quelle que Ah, soit la thérapeutique que vous allez utiliser. D'accord? ah, Ça, c'est la première limite. d'accord, parce que je me disais peut-être qu'on fait appel du coup à un comportementaliste là, ou à un. Ah ben, c'est pas un problème de comportementaliste, c'est un problème de vraiment de la pathologie elle-même D'accord, qui a évolué très très loin. D'accord? ok. Après, la deuxième limite, c'est malheureusement celle de l'environnement. C'est-à-dire que vous avez cité le berger australien, je peux vous citer les border collie, par exemple, Oui, qui sont des chiens de troupeau qui vous dirigent un troupeau de 500 brebis. Si vous mettez un border collie dans un appartement de 60 mètres carrés, ouais. vous Ça aurez un peut pas problème. marcher. Ouais. Comme il y a eu un problème quand les Siberian Husky étaient à la mode et qu'on les mettait dans des appartements parisiens de 50 mètres Oui, carrés. Et ils vous refont le canapé, évidemment. Et il n'y a pas de traitement pour ça. C'est juste non, complètement idiot. c'est ça. C'est là le problème. Donc Ouais. ça, c'est effectivement une autre limite pour laquelle il n'y a pas de solution homéopathique parce que c'est pas ça le problème en Le fait. problème, exactement, oui, je comprends. Et du coup, on peut soigner aussi bien le chronique que l'aigu. Je dirais même par exemple, en médecine humaine, dans nos pays, les homéopathes sont consultés à 90% pour du chronique. Ok. Mhm. Parce que les gens souvent vont vers un homéopathe quand ils sont en échec thérapeutique, en fait, pour de l'asthme, pour de l'eczéma, pour les addictions, etc. Mhm. Mais ils font également un peu de légumes, mais beaucoup moins. Pour ma part, je dirais que sur les carnivores, je suis majoritairement consulté sur du chronique, un peu Mhm. pour les mêmes raisons. Et sur les animaux d'élevage, je fais essentiellement de l'aigu. Alors, quand je parle Légumes. d'animaux d'élevage, c'est ruminant, hein, c'est Oui, ouais. vache ou petit ruminant, où je suis là consulté essentiellement pour de l'aigu, parce que d'abord, le mode de vie de ces animaux fait qu'il y a assez peu de chroniques, parce que l'élevage étant ce qu'il est, c'est comme Oui. ça. Mais aussi parce que les éleveurs sont demandeurs d'une médecine différente, moins onéreuse, avec moins de résidus, etc., sur des pathologies aiguës. Et pour les chevaux, c'est un peu entre les deux.
C'est assez marrant parce que D'accord. les chevaux ont fait du chronique et de l'aigu, quoi, je dirais. Ok. Par contre, la démarche, dans un premier temps, est la même, c'est-à-dire qu'on prend l'ensemble des symptômes, etc. Mais évidemment que sur un chronique, ça va être plus complexe, qu'on va y passer plus de temps. Et puis, ce sera l'utilisation des dilutions homéopathiques qui est différente, Ah, dans la d'accord. répétition et dans la hauteur de dilution. Et ça, c'est de la technique après. Ok. Alors, comment se déroule une consultation, par exemple, si vous avez pour un chien, puisque le site c'est Mon Chien Bio, donc on va peut-être prendre plus cet exemple-là. Comment ça se déroule? Eh ben, dans un premier temps, il y a l'examen clinique qui reste évidemment vrai tout le temps, d'accord, quelle que soit la Mhm. médecine, bien évidemment. Donc l'examen clinique qui va aboutir à un diagnostic, etc. Et puis après, il y a une phase d'interrogatoire entre guillemets avec le propriétaire, puisque l'observateur de l'animal, c'est le propriétaire, et c'est donc ça va être lui le média entre l'animal et moi. C'est-à-dire que je vais évidemment observer le comportement du chien, mais un chien dans une salle de consultation de Oui. vétérinaire n'a pas le même comportement Mhm. que chez lui ou à l'extérieur, bien évidemment. Donc ça, c'est très limité l'observation dans cette phase-là. Donc c'est vraiment par le biais du propriétaire qu'on va découvrir la personnalité entre guillemets du chien et puis ses anciennes pathologies, toute l'histoire en fait. Hein. Si on est sur une pathologie chronique, je vais pas uniquement me focaliser sur les symptômes de ce jour J. Je vais Mhm. demander à la personne de me raconter toute l'histoire de l'animal. Donc, c'est des consultations qui peuvent durer un certain temps. Hein. C'est en général 3/4 d'heure, 1 heure de consultation. D'accord. De la consultation, on va choisir le remède qui semblera le mieux adapté. D'accord. Et donc, est-ce que ça vous arrive des fois, par exemple, de combiner le traditionnel, enfin, pas le traditionnel, le conventionnel avec l'homéopathie ou... Alors, c'est assez difficile, ça, je dirais, parce qu'en fait, tout dépend du conventionnel, ce qu'on appelle le conventionnel. Faire un shampoing correct sur une pyodermite de chien, ça ne me pose aucun souci, bien évidemment. Mais donner mon remède homéopathique et puis en parallèle donner de la cortisone et un antibiotique, ça aurait juste Ça n'a aucun pas de sens. sens. Ouais. Parce que d'un côté, je demande par mon remède à l'organisme de réagir à sa maladie et de l'autre, je donne un anti-inflammatoire, d'accord, un antibiotique. Mm. Donc, j'essaie d'arrêter la pathologie De avec bloquer. Ouais. un système. Donc, ça passe. Vous voyez, on parle souvent de médecine douce, par exemple, Mm. ce que je trouve complètement idiot. Pour moi, c'est pas une médecine douce. Je sais pas ce que c'est qu'une médecine douce, d'ailleurs. Ça sous-entend qu'il y a des médecines dures. Oui. D'ailleurs, c'est marrant parce que c'est souvent les allopathes qui utilisent le terme de médecine douce, donc qui sous-entendent qu'il y a une médecine dure. Bon, je leur laisse le choix des mots. J'aime pas non plus le terme de médecine alternative parce que je vous ai cité l'Inde, par exemple, c'est une médecine officielle là-bas, l'homéopathie, Ouais. donc c'est pas une alternative. Pour moi, c'est le meilleur terme, c'est médecine parallèle, parce qu'en fait, on est sur deux modes de raisonnement différents. Mm. Alors, on choisit sa voie. Hein. Moi, je fais de l'allopathie. Hein. Si les gens veulent de l'allopathie, je fais de l'allopathie. Donc, on choisit deux modes, mais c'est vraiment deux médecines parallèles qui sont très différentes, avec une démarche différente et avec des remèdes différents. Donc, c'est de les associer quand même, je trouve. Donc, c'est plus le propriétaire qui va dire je voudrais que ça soit Bien géré d'une sûr. manière. D'accord, c'est lui qui Bien sûr, décide. et Ouais. de toute façon, moi, sans l'éleveur, sans le propriétaire Mm. de l'animal, je suis incapable de faire de l'homéopathie parce qu'il me faut des informations que seul lui peut Eh me donner. oui. C'est lui l'observateur. Eh oui. Que c'est forcément lui qui va décider de la thérapeutique qu'on va utiliser. Voilà, oui, d'accord. Est-ce qu'il faut plusieurs visites enfin, ou comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a plusieurs... Alors, si on trouve du premier coup, on a de la chance sur une pathologie chronique, oui, en une seule visite, on peut arriver à régler le problème. On a aussi des échecs, bien évidemment. Je suis pas là pour vous dire qu'on guérit tout du premier coup en homéopathie. J'ai des échecs, comme j'en ai en allopathie d'ailleurs, mais Exactement. comme tout le monde en a d'ailleurs. Mais alors c'est plus difficile pour nous, je dirais, vétérinaires que médecins homéopathes. On était à un congrès avec Fanny le week-end dernier avec 90% de médecins et quelques vétérinaires.
Et c'est vrai que je suis jaloux parce qu'ils nous présentent des cas chroniques lourds, hein, des cas de pathologie importantes, de gens qui suivent depuis 10 ans. Alors, ils n'ont pas forcément trouvé les premiers coups, ils ont trouvé un remède qui a amélioré, puis qui a aidé, puis un jour, paf, ils tombent vraiment sur le bon, etc. Moi, j'ai pas 10 ans. Oui. Et c'est souvent du one shot, c'est-à-dire que j'ai une chance. Si les gens sont motivés, que je trouve pas les premiers coups, ils reviennent une deuxième fois. Mais bah, il y a l'aspect financier qui joue, il y a tout ça, évidemment, et je comprends. Hein. Donc, il vaut mieux arriver à trouver assez rapidement. D'accord. Très bien. Et comment administrer les remèdes? Alors Est-ce ça, que c'est facile Est-ce qu'on le met dans l'eau? c'est Comment très on fait? facile. Hein. C'est très facile. Donc, vous avez ces fameux granules là. Alors, ou vous avez un chien coopératif où vous lui mettez les granules sur la langue, ou c'est plus compliqué, vous les faites fondre dans de l'eau et ensuite vous allez utiliser la phase liquide. Pour les chats, c'est souvent ce qui est fait d'ailleurs. C'est quand même pas toujours facile de mettre un granule. Les gens ont souvent du mal de mettre un granule sur la langue d'un chat. Donc, c'est plutôt une fois que vous remettez des dilués qu'il est utilisé. Mais Et ça, après, c'est on pas. utilise quoi? Une seringue Oui, sans ou une aiguille? petite cuillère. Ou Ouais. j'ai eu le cas avec mon propre chat l'année dernière qui a léché des chenilles processionnaires. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Ah, si, Voilà, si, je sais. Oui. voilà. Donc catastrophe, le chat dans un état épouvantable, menace de gangrène de la langue, etc. Ouais. Et là, vous avez un chat qui en plus est complètement inflammatoire et douloureux de toute la face, de la langue, de la truffe, etc. Donc lui mettre un granule, c'est pas possible. Là, je lui ai donné, en fait, j'ai dilué le remède dans de l'eau, j'ai pris des petits mouchoirs papier que je mouillais, et je lui faisais mordre le mouchoir en papier, quoi. C'est comme ça que je D'accord. l'ai prescrit. Donc, mais on y arrive toujours. On y arrive toujours. Bon. Et où est-ce qu'on se procure Est-ce qu'on se procure à la pharmacie, comme pour les remèdes homéopathiques humains, ou est-ce qu'il y a des endroits plus propices que d'autres? C'est les mêmes remèdes. C'est Ouais. les mêmes remèdes qu'en médecine humaine. Donc, on peut s'y procurer à la pharmacie. Ouais. Alors, c'est vrai qu'il y a des pharmacies aussi plus spécialisées en homéopathie qui sont mieux achalandées. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, du fait du déremboursement, il y a pas mal de pharmacies qui ont sérieusement réduit leur stock. Donc, c'est pas mal d'avoir une pharmacie qui s'y connaît un peu et qui a gardé quand même des stocks et qui fait ses dilutions pour avoir suffisamment de remèdes à disposition, quoi. D'accord. Donc, plutôt les pharmacies. Est-ce qu'en ligne, il y a des sites qui sont un peu spécialisés que Oui, vous il y a des sites. recommanderiez Alors, en ligne, je dirais que c'est surtout pour des remèdes vraiment particuliers. Par exemple, il y a certains sites en ligne qui sont des sites étrangers en Angleterre ou en Suisse qui sont particulièrement bien fournis. Donc, quand on a un remède qu'on va pas trouver en France, par exemple, on peut le D'accord. trouver comme ça. OK. Parce que je sais aussi qu'il y a certaines pharmacies qui Oui, fabriquent leurs oui, propres gélules. oui, tout à fait, oui. Fanny, vous vouliez dire quelque chose? Oui, concernant les pharmacies qui préparent leurs propres remèdes en France, on peut en trouver certaines effectivement sur Internet sur lesquelles on peut passer commande en ligne. Après, il faut les connaître, bien sûr, ces pharmacies. Ou sinon, avec un coup de fil, on peut aussi commander. Voilà. Pour un remède que la pharmacie du coin n'aura pas dans son stock. D'accord. Voilà. OK, merci. Est-ce que vous auriez un exemple concret pour montrer l'efficacité de l'homéopathie chez un chien? Ah, j'allais vous parler de mon chat, mais alors si vous voulez un chien. Si c'est possible, un chien. Après, si le chat, bah, déjà j'imagine avec les chenilles Là, oui, processionnaires, là, voilà, ça a bah, dû être celui-là, vous voyez, flagrant. ce chat, bah, il avait la langue brûlée, il salivait énormément, il a maigri, il a perdu 20-30% de son poids en 24 heures. Ouais. La douleur, l'odeur terrible qu'il y avait dans la bouche, ça m'a permis de choisir le remède qui l'a guéri en 2-3 jours. Sur les chiens, oui, bah, on a des cas d'otite, par exemple, d'otite récidivante, des cas de pyodermite, parce que c'est vrai que c'est souvent la pathologie la plus fréquente pour laquelle on est consulté, je dirais. Il y a aussi les pathologies cardiaques. Alors, évidemment, là, vous parliez de limites d'homéopathie sur les pathologies cardiaques quand je suis consulté pour un chien cardiaque.
je vous dis pas qu'on va remettre un cœur à jeune avec de l'homéopathie. Les je suis demandeur d'une échocardiographie quand on m'amène un chien cardiaque pour traiter en homéopathie pour savoir ce qu'on peut attendre du traitement. Et puis on va pas faire arrêter les médicaments allopathiques du jour au lendemain. Là, c'est pareil. Il y a cette question-là souvent qui vient. Est-ce que je dois tout arrêter si on est des gens raisonnables aussi, évidemment. Et il ne s'agit pas de se débarrasser des diurétiques et des médicaments cardiaques du jour au lendemain sous prétexte qu'on a donné des granules à l'animal. On va adapter le traitement sur le long terme en fonction de comment ça évolue, etc. On a aussi des pathologies ostéo-articulaires. Alors, c'est vrai que la question de l'arthrose est souvent posée. On améliore le confort, je dirais. L'arthrose, il faut savoir que les lésions d'arthrose sont irréversibles. Donc, c'est pareil. Un chien qui souffre d'arthrose depuis des années, je ne vais pas le transformer en lévrier qui court toute la journée. Mais par contre, on améliore la douleur. Oui, on améliore le confort de l'animal. Oui, d'accord. Voilà, que vous dire d'autre sur des pathologies urinaires sur les chats, par exemple, aussi. On peut avoir, on a des chats, vous savez, qui font des cystites assez facilement. Le chat est un animal particulièrement riche sur le plan psychique et sujet au stress du changement de son environnement et qui va somatiser très souvent au niveau urinaire. Donc là, c'est une pathologie pour laquelle on a souvent des succès en homéopathie assez intéressants. D'accord. Pour ceux qui ont envie de s'y mettre, en fait, est-ce qu'ils peuvent commencer à lire votre livre, par exemple, et puis commencer à donner à leurs animaux ou... Alors, ils peuvent lire le livre, ça c'est une excellente idée. Mais très honnêtement, c'est pas en lisant leur livre qu'ils vont trouver des recettes à appliquer sur leurs animaux. Parce que justement, dans le livre, ce qu'ils vont comprendre en lisant le livre, c'est qu'il n'y a pas de recette. Et que toute proposition de livre, de recettes en homéopathie, de site de recettes en homéopathie, etc., toutes ces propositions-là sont, comment dire, je vais pas dire malhonnêtes, parce que ça part pas forcément d'une volonté de malhonnêteté, c'est pas ça que je veux dire. Mais clairement, c'est tout simplement pas comme ça que fonctionne l'homéopathie. Et c'est pas, on peut pas vous donner je vous l'ai dit pour commencer, hein, il va falloir individualiser et choisir le remède en fonction des symptômes du malade. Et ça, tout ça, ça demande une démarche, ça demande un travail avec des outils que je présente dans le livre, hein, qu'on appelle des répertoires, des matières médicales. Et je pense que s'ils le lisent de toute façon, d'emblée, ils vont comprendre qu'ils peuvent pas seuls arriver comme ça avec le livre à choisir des remèdes. D'accord. C'est pas comme ça, en fait, qu'on peut y arriver. Ça demande une démarche, un investissement de travail pour arriver à aller vers le remède qui va être effectivement intéressant. Mais se faire comme ça tout seul dans son coin. Et bien justement, alors allons-y, parlons un petit peu de vos formations que vous proposez et à quel public elles s'adressent, comment ça fonctionne. Alors, le public, je dirais que c'est toute personne qui s'intéresse à la santé animale et qui a envie justement de découvrir éventuellement d'autres méthodes. Ça se passe sous forme de visioconférence ou visio-échange, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a un cours et puis évidemment, comme l'interactivité de Zoom, de ces technologies nous permet d'aborder les questions qui émergent lors de ces cours. Mais là encore, on va pas raconter d'histoire. C'est pas en faisant 4 visios d'1h30 que les gens vont devenir autonomes en homéopathie. Ça serait complètement délirant de dire ça. Et si c'était vrai, je croirais pas à l'homéopathie, à vrai dire. Hein. Si on me disait, voilà, vous allez apprendre telle médecine en 4 fois 2 heures et vous deviendrez thérapeute et maître du monde si vous avez le temps, je crois que ça, non, faut pas. Parce que vous avez bien mis c'était 3 ans, hein, vos études d'homéopathie. Ouais, puis ça fait 30 ans que j'y suis et j'estime que j'ai pas fini. Donc, vous voyez, il y a une chose qu'il faut savoir si on commence l'homéopathie, c'est que c'est complexe, c'est compliqué, ça demande beaucoup de travail, d'observation, etc. Mais c'est passionnant. Mais c'est certain que si on vous dit c'est facile, vous allez voir en quelques heures, vous aurez fait le tour du sujet.
partez en courant. Oui. Tout à fait. Par contre, je voudrais rajouter que les formations, elles sont là déjà pour donner une base aux personnes que ça peut intéresser. De leur démontrer aussi que ce qui est lu sur Internet, différents sites, différents groupes, ça peut être dangereux. Donc là, c'est de leur donner les bases, de leur donner les moyens de faire la différence entre ce qui peut éventuellement convenir à leur animal ou pas du tout, et de leur amener aussi des outils pour qu'ils puissent chercher ensuite, eux, de leur côté. Donc, répertoire, matière médicale. Voilà. Oui. C'est pour qu'ils aient un petit bagage et après, aller plus loin, parce qu'effectivement, quand on met le nez dedans, c'est fini. On en a pour la vie entière. C'est vraiment passionnant. Voilà, mais c'est pour empêcher ces dérives et dire aux gens, faites attention à ce que vous voyez un peu partout. Ça fait plus de mal que de bien. Formez-vous parce que au moins, vous saurez faire la part des choses. Et vous pourrez peut-être, dans des cas aigus, commencer à tatouiller un petit peu pour trouver effectivement un remède qui convienne à l'individu, à votre animal, mais à lui seul, pas à celui du voisin. Oui, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour vous? D'ailleurs, une précision, Oui. on commence les cours souvent sur les idées reçues, sur qu'est-ce que c'est que l'homéopathie et qu'est-ce que c'est pas, mais aussi avec un rappel réglementaire, à savoir qu'il est strictement interdit de prescrire, quel que soit le médicament, qu'il soit allopathique ou homéopathique, il est interdit de prescrire pour le chien de votre voisin ou de votre belle-mère ou de qui que ce soit d'autre. D'accord. Bon, c'est bon à savoir. L'exercice illégal de la médecine, sinon. Oui. Pour ceux qui aimeraient consulter un vétérinaire homéopathe près de chez eux, où cherchent-ils l'information? Comment trouvent-ils leur vétérinaire? Il y a 2 sites sur lesquels ils peuvent se rendre sur Internet. Il y a le site de l'INHF, Institut national d'homéopathie de France. Ils tapent ça sur Internet, sur un moteur de recherche, et ils vont trouver. Et il y a un annuaire des homéopathes, alors des médecins et de quelques vétos. Et de la même façon, sur le site de l'EHARA, EHARA, École d'homéopathie Auvergne-Rhône-Alpes, pareil, il y a un annuaire des médecins et des vétérinaires homéopathes. Voilà. Alors après, ils peuvent chercher. Et puis le CLH, pour ceux qui sont dans le nord de la France, Centre liégeois d'homéopathie. Centre liégeois d'homéopathie. Ok. Pareil. Donc ça, pour ceux qui sont au nord, il y a aussi les transfrontaliers du coup qui peuvent éventuellement trouver des vétérinaires par là-haut. Et y a-t-il aussi des homéopathes animaliers qui ne sont pas vétérinaires? Parce que vous en avez parlé un peu là. Vous avez dit que vu qu'il y a de moins en moins de vétérinaires qui peuvent… Pour l'instant, je dirais que je pense pas. Je vois le terme de naturopathe animalier qui est utilisé. J'ai pas d'opinion sur la question. Je vois qu'ils utilisent des médicaments homéopathiques, des remèdes homéopathiques, mais je fais une distinction entre utiliser un remède homéopathique et faire de l'homéopathie en fait. Ils utilisent des remèdes dilués, dynamisés, je vais dire. Je connais pas leur démarche et je sais pas comment ils choisissent leurs remèdes, donc je n'ai pas d'opinion sur la question. Oui. D'accord. Et si l'on est vétérinaire et qu'on souhaite se former, où s'adresser? Vous avez les 2 écoles que je viens de citer. D'accord. Voilà. Et si vous n'êtes pas vétérinaire, vous pouvez aussi candidater à ces 2 écoles maintenant, parce que ça commence à s'ouvrir justement pour les raisons dont on a parlé en début d'entretien. Voilà, d'accord. Et pour finir, là, vous avez sorti un livre dernièrement qui s'appelle Homéo Connecticus. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de l'écrire et de quoi parle-t-il? Alors, c'est le 2e, en fait, parce qu'effectivement, j'en ai sorti un il y a une dizaine d'années qui s'appelait Homéopathie et animaux, écho de la terre. Et celui-là, c'est un peu, je creuse le sillon, je dirais. C'est-à-dire que j'essaie d'expliquer l'homéopathie. J'utilise toujours des cas cliniques pour illustrer certains sujets, si vous voulez. Et ce qui est fascinant dans l'homéopathie, c'est que tous les remèdes qu'on utilise
qu'ils soient végétaux, qu'ils soient minéraux, qu'ils soient animaux, nous racontent une histoire en fait, hein, nous racontent une ambiance, nous racontent une histoire, et que cette histoire, c'est l'histoire universelle du vivant sur cette terre. Et c'est de faire le lien entre ces remèdes et cette histoire qui ajoute à l'homéopathie une certaine poésie, une certaine philosophie. Et on a vraiment, c'est pour ça que je pense que c'est une médecine traditionnelle, c'est qu'on est dans une espèce de cosmogonie, il y a une cohérence assez magnifique de cette médecine avec le monde du vivant. Et c'est ça que j'explore dans ce livre-là. Dans ce livre. Très bien. Donc, Fanny, quelles sont les prochaines dates pour vos formations? Alors, pour les débutants, donc c'est la formation initiation à l'homéopathie pour les animaux. Donc, on a 4 dates. Ça va être le 4 avril de 19h à 21h, le 5 avril de 19h à 21h, le 6 avril, pareil, 19h, 21h, et le 11 avril de 19h à 21h. Donc, sur le module 1, la première date, on va voir les bases, le fonctionnement, les dangers de l'homéopathie aussi, à pratiquer. Là, on va aborder la question des vaccins et la question du parasitisme. Sur le module 2, on va parler des outils de l'homéopathe, donc ce qu'on disait tout à l'heure. On va voir comment on peut trouver les symptômes, observer l'animal. On va commencer à utiliser les outils de l'homéopathe, donc on va appeler ça répertoriser, et on va commencer un petit peu à aller chercher les remèdes. Sur le module 3, on va aborder les trousses d'urgence, donc sur toutes les pathologies urgentes, les toux, les diarrhées, coups de soleil, etc. On va apprendre à réaliser une observation clinique efficace. Donc attention, hein, ce n'est pas des gros mots, c'est vraiment de savoir comment faire et quels symptômes prendre pour pouvoir faire une répertorisation. Et le module 4, on va commencer à faire des petites résolutions de cas, mais en aigu. Et puis, on va commencer aussi ce qu'on appelle les exercices de répertoire. Là, ça va parler à personne, mais par contre, ça parlera quand on aura fait le module 2 et le module 3. Voilà. D'accord. Donc, ça fait à peu près 8 heures de visio. Et on a des replays le lendemain. Et on a un livret aussi de formation qui reprend tout ce qu'on dit, ce qui évite de se retourner dans le replay, de chercher, mon Dieu, où est-ce qu'il a parlé de ça, je ne retrouve pas. Il y a le livret, c'est aussi un petit peu plus simple. Ah ben, ça a l'air bien complet et très pratique. Donc, oui, mais dense. Oui. Voilà. Très bien. Mais en tout cas, merci beaucoup d'être venu par Zoom, mais répondre aux questions, voilà, pour tous. Et donc, je parlerai avec Fanny, mais on mettra tout en dessous la vidéo, on mettra tous les liens pour aller sur la formation, les titres de vos ouvrages, etc. Et donc, merci encore. Et c'est très gentil de votre part. Merci.